Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre délicat, humain, presque chuchoté, où la politique cesse d'être un théâtre pour redevenir une histoire de chair, de silences et de cicatrices. Car derrière les discours et les postures publiques se cache parfois une vérité plus fragile, que même les protagonistes n'avaient non pas prévu de révéler. Moi, je n'ai pas de plaisir particulier à avoir quelqu'un en prison, mais Nicolas Sarkozy ne m'a jamais arraché une larme. Cette phrase, lancée sans emphase, résonne moins comme une provocation que comme un aveu sur la distance émotionnelle qu'impose le monde politique. Et c'est dans cette zone grise, entre retenue et vérité, que s'inscrit le moment inattendu vécu par Florian Philippot à 45 ans. Un moment qui n'a rien d'un coup de théâtre, mais tout d'un basculement intérieur. Pendant des années, son image publique fut celle d'un homme d'angle droit. Précis, tranchant, presque imperméable. Sur les plateaux comme dans les meetings, il avançait avec la rigueur d'un stratège convaincu que la moindre fissure deviendrait une arme pour ses adversaires. Ce n'était pas qu'un style, c'était une discipline de survie. Dans l'arène politique, exposer son intimité revient souvent à déposer son armure. Alors il a verrouillé les portes, non par froideur, mais par instinct de protection. Et puis, en janvier 2026, sans mise en scène ni triomphe médiatique, la parole a glissé, une confidence dite à voix basse, l'existence d'une compagne, la perspective d'un enfant. Rien d'explosif sur le plan politique. Et pourtant, pour beaucoup, la surprise fut réelle. Comment cet homme longtemps perçu comme solitaire pouvait-il ouvrir une fenêtre sur sa vie intime? Pourquoi maintenant, à un âge où l'on suppose les trajectoires figées, la réponse ne se trouve pas dans la stratégie, mais dans le temps long. Car la solitude, lorsqu'elle s'installe, cesse d'être un choix pour devenir une structure intérieure. Elle façonne les gestes, les réflexes, jusqu'à donner l'illusion d'une force. Chez lui, cette retenue est devenue une seconde nature. Travailler davantage, parler plus fort, occuper l'espace public pour éviter le face-à-face avec ce qui, en privé, demeurait irrésolu. Ce que le public a rarement perçu, c'est le coût silencieux de cette posture. Derrière l'homme de rupture se dessinait une fatigue émotionnelle, une tension constante entre le devoir d'image et le besoin d'ancrage. Là où d'autres s'appuient sur un cercle intime, il a longtemps avancé seul. Après les exclusions, les désillusions, les combats gagnés sans euphorie et les défaites sans consolation. Cette solitude n'avait rien de romantique. Elle pesait lentement, comme une marée invisible. Il existe des drames qui ne font aucun bruit médiatique, mais qui redessinent une vie entière. Un projet d'enfant qui ne voit jamais le jour appartient à ces douleurs sans monument ni commémoration. Ce n'est pas seulement une absence, c'est une promesse interrompue, une projection de soi qui s'éteint avant même d'avoir pris forme. Longtemps, cet épisode est resté enfoui, sans déclaration publique, sans recherche de compassion. La retenue fut sa manière de tenir debout. Mais ce que l'on enterre émotionnellement ne disparaît pas. Cela transforme. La confiance devient prudence, l'attachement un risque calculé. Peu à peu, une armure se construit, efficace en public, lourde en privé. Et pourtant, le temps travaille même les forteresses les mieux défendues. Vient un moment où le silence ne protège plus. Il isole. Où l'isolement n'est plus une stratégie, mais une respiration trop courte. La confidence de 2026 n'a donc rien d'un virage opportuniste. Elle porte la maladresse sincère des vérités longtemps retenues. Elle raconte moins une romance qu'un déplacement intérieur. Accepter que la vulnérabilité n'est pas une défaite, mais une forme de maturité. Le bonheur ici n'arrive pas avec fracas, il s'installe à pas feutrés, presque timide, comme une lumière qui revient après une longue pénombre. Ce qui rend cette séquence profondément humaine, c'est qu'elle ne cherche pas à effacer les contradictions. L'homme public demeure clivant, engagé, parfois abrupt. Mais l'homme privé, lui, révèle une capacité tardive à rouvrir des portes qu'il croyait condamnées. Et c'est peut-être là que réside la véritable tension de cette histoire, dans la coexistence entre la rigidité nécessaire au combat politique et la fragilité indispensable à toute vie intime. En fin de compte, ce récit n'est pas celui d'une réhabilitation d'image. C'est l'histoire d'un équilibre retrouvé, fragile, imparfait, mais assumé.
Il rappelle qu'aucune trajectoire n'est totalement écrite, que même les figures les plus verrouillées portent en elles des zones de doute, de perte et de renaissance. Et si cette révélation surprend, c'est peut-être parce qu'elle brise une illusion tenace, celle que la force publique exclut la vulnérabilité privée. Dans l'histoire publique de Florian Philippot, il existe une zone d'ombre que les discours politiques ne racontent jamais. Derrière la posture combative, derrière la rhétorique millimétrée et les affrontements médiatiques, se dessine une trajectoire intime marquée par une peur plus silencieuse. Celle de s'attacher. Ce n'est pas un scandale fait de révélations tapageuses ou de conflits spectaculaires. C'est un scandale plus discret, presque invisible. Celui d'un homme qui a longtemps construit sa vie publique comme un rempart contre ses propres fragilités. Très tôt, l'idée d'une stabilité affective lui apparaît moins comme un refuge que comme un terrain miné. S'engager émotionnellement signifie accepter la possibilité de perdre, et cette perspective devient insoutenable. Alors comme beaucoup de figures publiques non confrontées à une blessure intérieure jamais vraiment nommée, il choisit le contrôle. Le raisonnement, la stratégie, la confrontation intellectuelle deviennent des territoires sûrs. La politique cesse d'être un simple engagement. Elle devient une architecture mentale, une manière d'organiser le monde pour éviter d'affronter le désordre intérieur. Vue de l'extérieur, cette trajectoire ressemble à de l'ambition pure, à une détermination inflexible. Pourtant, derrière cette façade, certains observateurs perçoivent autre chose. Une fuite sophistiquée. Travailler sans relâche, occuper l'espace public, multiplier les prises de position tranchées. Tout cela peut aussi servir à éviter l'intime, à ne pas regarder le vide laissé par ce qui aurait pu être. Année après année, cette mécanique se renforce. L'homme avance, sûr de ses lignes politiques, mais émotionnellement en suspens, comme si une horloge interne s'était arrêtée au moment d'une ancienne rupture. Cette tension explique beaucoup. Le besoin de maîtrise permanente, la prudence relationnelle, cette impression diffuse qu'il reste en alerte, même en l'absence d'adversaires visibles. Le véritable combat n'est plus idéologique, il est intérieur. Et c'est précisément là que naît ce que certains qualifieraient de « bébête intime », la contradiction entre une exposition publique constante et une vie affective verrouillée. Plus la scène politique s'élargit, plus la sphère privée se rétrécit. Puis survient l'imprévu, sans fracas, sans annonce spectaculaire. Une rencontre qui ne cherche ni à forcer les défenses, ni à exiger des explications. Cette présence nouvelle ne s'impose pas, elle demeure. Dans un univers façonné par les rapports de force, cette simplicité agit comme un élément déstabilisant. Pour un homme habitué à contrôler chaque paramètre, cette relation devient un exercice de désarmement. Rien n'est réclamé. Ni reconnaissance publique, ni rôle médiatique, ni justification du passé. Seulement une continuité tranquille. Progressivement, le décor intérieur se transforme. Les soirées ne se limitent en ça plus aux dossiers et aux analyses. Des gestes simples s'invitent, repas partagés, silence confortable, conversation sans enjeu. Et c'est précisément cette absence d'objectif qui bouleverse l'équilibre établi. Pour la première fois depuis longtemps, il expérimente une proximité qui ne cherche ni à comprendre pour dominer, ni à interpréter pour juger. Cette relation ne le métamorphose pas brutalement. Elle fissure plutôt une armure ancienne, mais la peur ne disparaît jamais totalement. Elle se déplace. Se réattacher signifie accepter le risque, et la joie se teinte toujours d'une inquiétude sourde. Chaque avancée ressemble à un pas sur une surface fragile. Le moment où cette relation entre dans le cercle familial agit comme un révélateur silencieux. Rien n'est proclamé, mais les regards disent tout. Quelque chose s'est apaisé. Une tension ancienne semble s'être relâchée. Ce miroir familial renvoie une image nouvelle, celle d'un homme moins défensif, sans pour autant renoncer à sa vigilance. Et pourtant, même dans cette accalmie, le mot « bonheur » reste imprononçable. Trop lourd, trop risqué, l'autorisé reviendrait à reconnaître qu'il peut être perdu.
Alors il avance avec prudence, comme si chaque instant de stabilité devait être protégé contre une chute possible. Ce qui rend cette trajectoire fascinante, c'est justement cette coexistence entre maîtrise publique et vulnérabilité privée. Un contraste qui nourrit l'intérêt médiatique sans jamais se traduire par un scandale visible. Le véritable basculement survient dans une phrase courte, presque banale en apparence, mais capable de suspendre le temps. L'annonce d'une grossesse agit comme une onde de choc intérieur. Pas d'explosion démonstrative, plutôt un silence dense, une reconfiguration immédiate des priorités. À cet instant, la logique politique, convaincre, argumenter, tenir une ligne, cède la place à une autre responsabilité. Protéger, transmettre, rester. Devenir père à un moment où la vie semblait solidement structurée provoque une remise en question profonde. La première réaction n'est pas l'euphorie, mais une peur ancienne qui ressurgit, celle de perdre, d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Lorsque le passé a laissé une empreinte durable, la joie arrive toujours accompagnée du nombre. Ce mélange d'élan et de retenue révèle la part la plus humaine d'une figure souvent perçue comme strictement politique. C'est là que réside le cœur de ce récit. Non pas un scandale au sens spectaculaire, mais la tension permanente entre exposition publique et vulnérabilité intime. Une lutte silencieuse qui façonne les décisions, les distances, les élans. En acceptant cette transformation, il franchit une frontière invisible, celle qui sépare le contrôle de l'abandon mesuré. Sa trajectoire montre que les véritables bouleversements ne font pas toujours la une. Ils se jouent dans l'espace intérieur, là où l'image publique ne peut servir de protection. Et c'est précisément cette dualité qui captive. Voir un homme construit sur la maîtrise, apprendre, lentement, à composer avec l'incertitude. Une évolution discrète mais puissante, qui rappelle que derrière chaque figure publique se cache une histoire intime bien plus complexe que les apparences. Dans le théâtre souvent brutal de la vie publique, il existe des moments où le masque glisse, non pas pour créer le scandale facile, mais pour laisser entrevoir une faille profondément humaine. C'est précisément dans cet interstice que s'inscrit l'épisode intime récemment associé à Florian Philippot. Derrière la figure politique habituée aux joutes verbales et à la maîtrise de son image, une secousse silencieuse s'est produite. L'irruption d'une paternité à venir qui agit comme un révélateur, presque une mise à nu. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas la révélation en elle-même. Après tout, les confidences personnelles des personnalités publiques ne sont pas rares, mais le déplacement intérieur qu'elles suggèrent. Pendant des années, l'homme politique a construit une posture de contrôle. Discours calibré, stratégie affûtée, distance assumée vis-à-vis de sa sphère privée. Or, l'arrivée annoncée d'un enfant bouleverse cette architecture. Elle impose une confrontation avec une mémoire enfouie, celle d'une perte ancienne, jamais vraiment digérée. Ce passé silencieux ressurgit comme un rappel brutal. On ne peut pas éternellement gouverner ses émotions comme on gouverne une carrière. Dans cette tension se dessine un véritable drame intime. Non pas spectaculaire, mais existentiel. Devenir père, pour un homme exposé en permanence au jugement public, signifie accepter une vulnérabilité radicale. Là où la politique récompense la fermeté, la paternité exige l'abandon partiel du contrôle. C'est un paradoxe puissant. La force publique se heurte à une fragilité privée qui ne peut être ni débattue ni négociée. Les nuits agitées, les pensées en boucle, cette peur diffuse de ne pas être à la hauteur. Autant de sentiments rarement avoués dans un univers où la moindre hésitation devient une arme pour l'adversaire. Ce qui pourrait passer pour une confidence tardive révèle en réalité une mutation plus profonde, un déplacement du centre de gravité. Le combat politique n'est plus l'unique horizon. Il coexiste désormais avec une projection intime, celle d'un foyer en devenir, d'un héritage à transmettre. Cette transformation ne signifie pas un reniement des convictions, elle introduit une hiérarchie nouvelle. L'urgence de convaincre partage désormais l'espace avec l'urgence de protéger. C'est une reconfiguration silencieuse mais déterminante. La phrase qu'il laisse échapper, presque à voix basse, agit comme un révélateur émotionnel. Certains y ont vu une manœuvre de normalisation,
une tentative d'adoucir une image publique parfois perçue comme rigide. Pourtant, le ton maladroit, l'absence d'effet, trahissent autre chose. Une sincérité brute. Dans un monde où chaque mot est soupçonné d'être calculé, cette hésitation devient paradoxalement un gage d'authenticité. Le scandale ici n'est pas dans la révélation, mais dans la rupture avec la logique de maîtrise totale. Il serait tentant de réduire cet épisode à une anecdote personnelle, un simple détour émotionnel dans un parcours politique. Ce serait passer à côté de sa portée symbolique, car cette histoire met en lumière un phénomène plus vaste. La difficulté, pour les figures publiques, d'exister en dehors de leur rôle. La politique est un territoire où l'intimité devient vulnérabilité, où chaque fragilité peut être exploitée. Le silence dans ce contexte n'est pas une fuite, c'est souvent une stratégie de survie. Mais ce silence a un coût. À force de cloisonner, on risque de s'éloigner de soi-même. L'annonce de cette paternité agit donc comme une réconciliation tardive entre l'homme public et l'homme privé. Elle rappelle que derrière la rhétorique, les affrontements et les postures subsiste une réalité universelle. Le désir de transmission, la peur de perdre, l'élan de protection. Ces dimensions dépassent les clivages idéologiques. Elles parlent d'une humanité commune que le tumulte médiatique tend à effacer. Dans un paysage médiatique dominé par la caricature et la polarisation, écouter ce type de récit sans cynisme relève presque d'un acte de résistance. Cela ne signifie pas suspendre l'esprit critique, mais reconnaître que la complexité humaine ne se laisse pas réduire à une étiquette politique. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse stratégique, peut devenir une forme de courage, celui d'assumer publiquement ce que beaucoup vivent en silence. Au fond, la véritable question n'est pas de savoir si cette révélation change l'homme politique. Elle interroge plutôt notre propre rapport au silence. Quelle peur ancienne continue d'orienter nos décisions? Quelle part de nous restons-nous obstinément à cacher pour préserver une image de solidité? Le parcours intime qui se dessine ici agit comme un miroir discret, invitant chacun à examiner ses propres zones d'ombre. Et c'est peut-être là que réside la force durable de cette histoire. Elle dépasse la figure exposée pour toucher à une vérité universelle. Quand les caméras s'éteignent, il reste l'essentiel. Ces liens invisibles qui nous ancrent, ces responsabilités qui nous transforment. Cette fragilité qui, loin de nous diminuer, nous rend profondément humains. Dans le vacarme du débat public, ce sont souvent ces récits murmurés qui laissent l'empreinte la plus persistante, parce qu'ils parlent moins de pouvoir que de ce que signifie, tout simplement, devenir quelqu'un pour un autre. Merci d'avoir suivi cette analyse. Derrière les titres et les polémiques, il reste toujours une question essentielle. Que devient l'humain quand le tumulte se tait? Ici, la réponse n'est ni spectaculaire ni définitive. Elle est simplement vivante.